Bonjour à tous. Nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique, la chaîne dédiée à la discussion des idéologies contemporaines qui traversent le tissu social. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo inédite. Depuis le 7 octobre, depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas, je suis un journaliste israélien russophone, Sergei Auslander, qui est l'un des meilleurs journalistes israéliens qui couvre le conflit sur la toile. Il le fait en russe et ses émissions s'adressent à tous les russophones de la planète. L'une de ses dernières vidéos abordait une question importante, l'existence de l'empire financier du Hamas. Je n'ai trouvé les informations de ce type nulle part dans la presse française. J'ai donc considéré que ça serait très important pour les auditeurs et les spectateurs de ma chaîne d'entendre de ces informations. Donc vous allez entendre Auslander qui va parler français, mais ça ne va pas être savoir naturel car Sergei ne connaît pas le français, ne le parle pas. L'URL pour la vidéo originale se trouve sous la vidéo où vous allez entendre parler du Hamas et évidemment, tout a été fait avec l'autorisation de l'auteur. Bon visionnage. Les services de renseignement israéliens ont fait le calcul, et il s'est avéré que les préparatifs de l'attaque du 7 octobre contre Israël ont coûté au Hamas environ 1 milliard de dollars. Une somme impressionnante, que les terroristes ont dépensé en 1 an et demi environ. La question s'est donc posée de savoir d'où provenait cet argent, et dans de telles proportions. L'examen de cette question nous amène à la conclusion suivante, le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste. Un petit groupe qui mène une guerre essentiellement djihadiste dans ce pays. Le Hamas est un empire financier et industriel dont le chiffre d'affaires s'élève à des dizaines de milliards de dollars. Ce chiffre d'affaires a permis aux dirigeants du Hamas, qui sont tous multimillionnaires ou milliardaires, de vivre dans un luxe absolument inimaginable. Ils ont ainsi pu s'offrir une vie luxueuse, et faire la guerre à Israël, et pas seulement à Israël. D'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite. Comment cet empire financier et industriel a été construit? D'où le Hamas tirait son argent et qui le payait? Bonjour, je m'appelle Sergei Auslander. Vous êtes sur ma chaîne. N'oubliez pas de soutenir mes vidéos, de réagir, liker, abonnez-vous, commentez, activez les notifications. Nous publions des vidéos tous les jours, parfois 2 fois par jour. Comme hier, par exemple. Vous pouvez faire un don à la chaîne, cela permet aussi d'aider son travail durable, nous sommes une chaîne indépendante. Nos seules sources de revenus sont vos dons. En dehors vos dons, nous n'avons rien. Donc 2 plateformes, Boosty et Patreon. Dans la description il y a un bouton « Super merci ». Il y a également un cœur avec $1. Vous pouvez devenir un sponsor de la chaîne sur YouTube. Un grand merci à tous ceux qui le font. На YouTube. Огромное спасибо всем, кто это делает. Ну, собственно, вопросом, откуда у Хамаса деньги. En fait, la question de savoir d'où le Hamas reçoit l'argent, a été posée en Israël il y a assez longtemps, au milieu des années 2010. Et c'est en 2015 que le Mossad a commencé à s'interroger activement à ce sujet. D'où le Hamas tire-t-il ses revenus? Le Mossad a commencé à rechercher les sources financières du Hamas. L'étude de cette question a conduit le service de renseignement israélien à une conclusion absolument stupéfiante. À savoir, que contrairement à d'autres groupes terroristes, comme par exemple Al-Qaïda ou le Hezbollah, ou encore l'État islamique, le Hamas n'a pas bâti son empire financier sur des combines illégales, le blanchiment d'argent par exemple, ou quelque chose comme ça, le trafic de drogue, comme le fait actuellement le régime syrien en coopération avec le Hezbollah. Le Hezbollah est l'un des principaux trafiquants de drogue au Moyen-Orient. Le Hamas a bâti son empire sur la légalité absolue de ses stratagèmes. Dans le monde entier, le Hamas possède un grand nombre d'entreprises, ou bien il les contrôle d'une manière ou d'une autre par le biais de diverses structures, et il gagne son argent de manière tout à fait légale. Les terroristes possèdent, par exemple, des sociétés minières, des sociétés de construction de routes. Au Soudan, par exemple, ils possèdent des entreprises d'élevage. Ils avaient un grand nombre de contrats de construction en Turquie. Rappelez-vous ce point un peu plus tard, je vous expliquerai de quoi il s'agit. Des entreprises de construction, et tout cela partout dans tout le Moyen-Orient, des Émirats arabes unis jusqu'à l'Algérie. Tout cela était géré à partir d'un seul centre. Ce centre est situé, comme nous le savons, au Qatar. D'une manière générale, le rôle du Qatar dans toute cette histoire est particulier, et j'en parlerai un peu plus tard. Mais tout cela était parfaitement légal. Par exemple, parlons de la Turquie. Oui, aujourd'hui il y a encore de nombreux représentants du Hamas qui vivent en Turquie. La Turquie, pour nous, en Israël, est absolument hostile et inamicale en ce moment.
Les entreprises contrôlées par le Hamas ont reçu un grand nombre de contrats de construction en Turquie. D'où la question de savoir qui possède l'industrie de la construction, ou plutôt qui contrôle l'industrie de la construction en Turquie. C'est le gendre d'Erdogan, et cela peut expliquer en partie la rhétorique anti-israélienne avec laquelle Erdogan attaque l'État juif. Oui, si votre gendre possède l'industrie de la construction, et que cette industrie est active. Le fait de l'implication du Hamas ne s'explique pas uniquement par l'idéologie, ce n'est pas seulement une question d'idéologie, d'intérêt islamique. Oui, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une affaire banalement financière. C'est une question d'argent. Erdogan a été acheté. Évidemment, je n'ai aucune preuve de cela. Je n'y étais pas lorsqu'ils lui ont apporté quelque chose, mais je l'admets tout à fait. Encore une fois de manière très active, le Hamas était impliqué dans toutes sortes d'entreprises liées à l'Afrique du Sud, en particulier dans les sociétés minières, des mines de diamants, etc. Et c'est là que nous en sommes. Revenons au procès d'accusation de génocide que l'Afrique du Sud a intenté contre Israël devant la Cour internationale de justice de La Haye. Là encore, la même chaîne d'événements peut être retracée, n'est-ce pas? Des entreprises, des intérêts financiers et une action pro-Hamas. Dans l'ensemble, il s'agit de chaînes et des liens très simples et très triviales. Цепочка, да, предприятие, финансовый интерес и какие-то действия в поддержку Хамаса. В общем, на самом деле довольно несложные и очень банальные цепочки. Что касается доходов Хамаса, то... Quant aux revenus du Hamas, ils sont décrits comme suit. Le Hamas a reçu de l'étranger des fonds provenant de ses propres activités. Cette activité représente environ 750 millions de dollars par an et environ 360 millions de dollars. Le Hamas reçoit des marchandises qu'ils importent à Gaza. Toutes les marchandises importées à Gaza, absolument toutes les marchandises étaient taxées. Qu'il s'agisse d'une boîte de biscuits, d'une bouteille de gaz ou d'une voiture, ceux qui les importaient payaient la taxe du Hamas. Avant la guerre, il y avait environ 20 000 travailleurs de Gaza en Israël. Combien gagnaient-ils? Eh bien, leur salaire moyen, disons était 8 000 shekels par mois, c'est ce qu'ils gagnaient. C'est à peu près 2 000 dollars. Chacun d'entre eux payait 600 shekels, 150 dollars, de taxes au Hamas sur son salaire. 600 shekels multipliés par 20 000 personnes. 12 millions shekels, 3 millions d'euros, c'est le revenu net du Hamas. En outre, le Hamas ou les organismes sous son contrôle étaient fortement impliqués dans les crypto-monnaies. D'après ce que j'ai compris, tout ce qui concerne les crypto-monnaies n'a pas été régulé de manière stricte. Elle est maintenant réglementée par diverses législations. C'est un tel trou noir où il y a, probablement des milliards de dollars, peut-être plus, qui tournent là-dedans. Le Hamas était donc activement impliqué dans cette affaire, et le principal point de transfert était la Turquie. En Turquie, les crypto-monnaies étaient échangées contre des dollars en espèces, qui étaient ensuite acheminés clandestinement en Égypte par les tunnels que nous connaissons. Tout cela a fourni au Hamas une gigantesque source de revenus. Ces revenus, il les a dépensés pour des roquettes, pour les tunnels pour entretenir ses combattants, etc. Un simple fait, rien que dans la région de Khan Younes, le Hamas a dépensé 1 million de dollars pour installer des portes blindées dans ses abris souterrains, rien que pour les portes et rien que dans la région de Khan Younes. Et les tunnels, je vous le rappelle, se trouvent littéralement sous toute la bande de Gaza, et il y a des portes blindées partout. Dire que des dizaines de millions de dollars ont été dépensés uniquement pour des portes blindées, d'où venaient-ils? C'est de là qu'ils proviennent. Par exemple, au sujet du business en Turquie, il existe une société appelée Pattern, une entreprise de construction turque. Elle est activement cotée en bourse en 2019. Les Mormons américains, il y a une église mormone de Jésus-Christ des Saints. Elle a acheté plus de 200 000 actions de cette entreprise de construction. Les Mormons, des gens pacifiques, ils n'ont pas besoin de tous ces problèmes. Ils ont simplement vu à la bourse une entreprise rentable dont les actions étaient en pleine croissance et ont acheté ces actions sans savoir qu'ils achetaient en fait des actions du Hamas. L'église mormone a investi dans le Hamas sans savoir. Cette société est contrôlée par le Hamas entre autres. Потому что вот эта компания контролируется Хамасом, среди прочих. Чуть позже, поскольку... Un peu plus tard, le Mossad et les agences de renseignement américaines se sont penchés sur l'affaire et ont commencé à traquer l'ensemble de ces combines. En 2018, le Mossad a obtenu des documents comptables du Hamas qui montraient toutes ces combines. Tous ces documents ont été remis, y compris aux Américains, et les choses ont commencé à bouger pour évincer les contractants du Hamas des Émirats.
L'Arabie Saoudite s'est aussi un peu intéressée à eux là-bas. Le Qatar est resté, je vous parlerai du rôle du Qatar plus tard. Et le Hamas a perdu certains de ses revenus. Cependant, il a gardé la plupart des entreprises rentables. La chose la plus importante est la partie turque, parce que la Turquie n'a pas touché le Hamas en principe au Soudan. Le pouvoir a changé là-bas. Ils avaient des entreprises très importantes au Soudan, mais ils en ont perdu une partie à cause du coup d'État là-bas, de la guerre là-bas. Toutefois, en général, ils ont conservé les principaux actifs de leur empire. Mais en plus de cet empire, le Hamas avait d'autres sources de financement, et l'une d'entre elles était, bien sûr, le Qatar, ce pays pétrolier du Moyen-Orient, qui parrainait très activement divers terroristes, de l'État islamique, avec lequel il entretenait des relations, jusqu'au Hamas lui-même. La fameuse histoire des dollars qataris transférés dans des valises vers Gaza par l'intermédiaire des barrières de sécurité israéliennes a suscité une très vive controverse en Israël. Devrions-nous agir de la sorte? Au sein du gouvernement israélien, depuis 15 ans, a prévalu l'idée qu'il fallait laisser le Hamas obtenir cet argent, le laisser gagner de l'argent, laisser les travailleurs de Gaza entrer, les laisser faire, et de cette façon, nous nous achèterons la paix. Le 7 octobre, nous avons tous compris que le concept d'achat de la paix n'est pas bon. En réalité, tout l'argent gagné allait à la construction des missiles, tunnels, préparation des combattants qui voyageaient à l'étranger. Voici l'interrogatoire d'un des prisonniers qui a récemment montré qu'il avait fait un voyage de Gaza à l'Iran, Gaza, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Iran et dans l'ordre inverse. En Iran, il a suivi une formation de tireur d'élite dans les rangs du corps des gardiens de la révolution islamique. Tout cela est également payant. Il a pu voyager gratuitement à travers 4 pays et revenir de la même façon, y compris à travers le territoire égyptien, mais c'est une autre histoire. Bref, le Qatar alimentait activement le Hamas en argent. De plus, les autorités qataries, d'après ce que j'ai compris, sont en relation d'affaires avec le Hamas. Il y a des sociétés du Hamas sous contrôle et enregistrées, y compris dans le Qatar. Mais ce n'est pas tout. Le Hamas est depuis longtemps passé maître dans l'art du crowdfunding. Il a recueilli des dons dès le début de la guerre sur toutes sortes de plateformes de crowdfunding dans le monde entier et a ouvert un très grand nombre de collectes en ligne. Oui, ils utilisent les médias sociaux pour cela, y compris même Instagram. Il y a aussi Facebook, Telegram, etc. Beaucoup d'entre eux se sont ouvertes, dans les pays de l'ex-Union soviétique, en russe ou dans les langues parlées dans les pays de l'ex-URSS, des pays où la population musulmane est prédominante ou importante. L'aide aux enfants, aide à Gaza pour les habitants de la Palestine, collecte de nourriture pour Gaza, collecte de tel ou tel. Tout cela ne passait même pas par des sociétés affiliées au Hamas, mais directement au Hamas, c'est-à-dire que c'est le Hamas lui-même qui ouvrait ces collectes, magnifiquement présentées par les vidéos, des photos de destruction, de souffrance. C'était en octobre et en novembre. Ils ont ainsi reçu 12 millions de dollars de dons directs qui sont allés directement au Hamas. En gros, une personne qui se trouve quelque part au Kazakhstan, ou en Azerbaïdjan ou ailleurs, dépose son argent sur un compte. On lui dit, ici, pour un tel don, telle collecte en ligne. Le donateur paye mais pas pour les enfants souffrant à Gaza, ni pour aucune organisation qui les aidera, il transfère directement son argent au Hamas. Une foule de gens donnent leur argent aux terroristes. N'oubliez pas ce point important. En outre, en 2011, on a entendu pour la première fois un terme appelé « djihad financier ». Il a été inventé en Iran, oui, l'Iran qui fait l'objet de sanctions, mais qui s'est aussi activement infiltré dans toutes sortes de structures occidentales au moyen de sociétés écrans travaillant par l'intermédiaire de ses diplomates en Europe, etc. L'essence de ce djihad financier était la suivante: si l'Occident est si stupide, disaient les islamistes, y compris en Iran, il faut donc le traire, comme une vache, activement en profitant de ses diverses vulnérabilités. Je vous donne un exemple, l'enquête du journal à Toronto a mené une enquête et a découvert que les participants au rassemblement pro-palestinien, pro-Hamas et anti-israélien, qui se tiennent régulièrement à Toronto, reçoivent un salaire de $30 de l'heure. Je ne vis pas à Toronto, mais j'ai de la famille qui vit à Toronto et je sais pertinemment que $30 de l'heure est un assez bon salaire pour Toronto. Ils sont donc payés $30 de l'heure. La question est de savoir qui les paye. Eh bien, ce qui est formidable dans cette histoire est que ce n'est pas le Hamas ou d'autres islamistes qui les paient, mais le gouvernement canadien.
Il s'avère que le gouvernement canadien de Trudeau accorde généreusement des subventions à diverses organisations caritatives. Et il y a donc une organisation appelée Pride Centre of Edmonton, CLGBT. Je crois savoir que cette organisation a reçu récemment une subvention de 138 000 $ de la part du gouvernement canadien. Et cette société, ou plutôt cette organisation, a transmis l'argent à une autre organisation qui, à son tour, a engagé des personnes pour ces rassemblements. En général, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi les représentants des LGBT en Occident font-ils si activement campagne pour le Hamas? C'est comme s'ils ne réalisaient pas qu'il n'y a pas de LGBT à Gaza. En Iran, par exemple, les gays sont pendus par le cou à une grue, et les LGBT sont l'ennemi des islamistes. Mais si vous recevez de l'argent d'eux, alors en principe c'est bon. Oui, et ces gens donnent de l'argent là-bas, en réalisant que cet argent sera utilisé pour des activités anti-israéliennes et anti-canadiennes. Cette organisation a écrit une lettre. Une telle lettre a été adressée au Parlement canadien, qui disait « So-called Canada », c'est-à-dire « le soi-disant Canada ». Ces gens appellent leur propre pays « soi-disant ». Ils ont appelé les parlementaires canadiens à se dissoudre, à démissionner et à se faire presque un harakiri pour le fait qu'ils soutiennent le génocide à Gaza, et parce qu'ils ne versent pas l'argent directement au Hamas pour répondre aux besoins des islamistes. Et tout cela se passe aux frais des contribuables canadiens. C'est une histoire incroyable. Voilà, cette vulnérabilité occidentale, le Hamas l'a activement exploitée, entre autres. Par le biais de diverses organisations caritatives, il a reçu beaucoup d'argent. À un moment donné, les services de renseignement au Royaume-Uni, où il existe un grand nombre d'organisations différentes, et en Allemagne se sont intéressés à ces activités caritatives. Ces deux pays ont été les premiers à s'intéresser à l'existence d'un grand nombre d'organisations proches de l'islam. Par exemple, le Centre islamique de Hambourg a reçu des subventions du gouvernement fédéral, du gouvernement britannique ou du gouvernement allemand pour ses propres besoins, et en fait, il s'est engagé dans une propagande islamiste absolument enragée. En fait, tous ces flux constituent une rivière financière, un véritable océan d'argent, dans lequel le Hamas s'est baigné. Permettez-moi de vous rappeler une fois de plus que les dirigeants du Hamas, Ismail Haniyeh, Khalid, Masha, Abu Murzuk, etc., vivent dans le luxe, des hôtels incroyablement luxueux. Cela a déjà été écrit 1 million de fois et il n'est même pas nécessaire de le prouver. Ils ne le cachent même pas. Une partie de l'argent est bien sûr affectée aux besoins des terroristes, et une autre partie est dépensée pour eux-mêmes. Je suppose que la majeure partie de cet argent, soit dit en passant, oui, le fils d'Ismail Haniyeh est l'un de ces grands entrepreneurs en construction. Oui, c'est lui qui obtenait tous les contrats de construction à Gaza à l'époque. Tout ce qui a été construit à Gaza avec l'argent du soutien et de l'ONU et l'UNRWA est passé par le fils d'Ismaïl. Haniyeh est absolument incroyable, c'est l'histoire de l'incroyable stupidité de l'Occident, qui paye littéralement le djihad contre lui-même avec son propre argent. C'est une histoire incroyable. Le problème, c'est que nombre de ces projets sont légaux. Il est difficile de prouver l'implication du Hamas dans la seconde. Ils sortent du secteur bancaire, comme par exemple, les crypto-monnaies. Et tout ce qui sort du secteur bancaire est très difficile à sanctionner. Les Américains ont imposé des sanctions contre les dirigeants du Hamas et contre certaines entreprises, mais il y a toujours la Turquie, qui refuse catégoriquement d'appliquer ces sanctions, qui garde l'argent du Hamas dans les banques turques et qui fonctionne parfaitement bien avec cet argent. Et c'est là le grand problème à combattre. Les terroristes doivent être combattus non seulement par le feu et l'épée, mais aussi par des sanctions. Oui, il faut les priver de financement, il n'y aura pas d'argent, et le djihad coûte cher. Je l'ai dit à maintes reprises, nous verrons. Maintenant, il y a cette histoire du retrait du financement de l'Agence pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. Cela montre que l'Occident a enfin compris que quelque chose ne va pas, que les gens paient des impôts pour vivre mieux et cet argent sert à financer les attaques terroristes dont le contribuable est lui-même victime. D'ailleurs, je ne manquerai pas d'enregistrer la prochaine vidéo sur l'Agence palestinienne pour les réfugiés UNRWA. Je vous assure que vous apprécierez vraiment l'histoire incroyable de cette organisation. Merci d'avoir regardé mes vidéos, ne les oubliez pas, je vous demande toujours de les soutenir. Demain, il y aura une vidéo sur l'UNRWA, l'Agence des réfugiés palestiniens. Si rien ne se passe, nous avons des problèmes, dans le nord, nous verrons bien ce que cela donnera. Merci encore.
Merci à tous, au revoir. Еще раз спасибо. Всем пока.